Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous avez dit aussi que dans le service de l'animation, on n'a pas la prétention de guérir. On a la prétention de maintenir les hommes, les patients en vie. Et les patients, s'ils peuvent survivre, ils vont guérir. Est-ce à dire que le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit? Alors, si vous permettez, je vais donner réponse, mais en commençant par la deuxième. La première est plus importante. La deuxième question, effectivement, j'avais un collègue plus âgé que moi j'étais interne, et on faisait la contre-visite. C'était un grand fumeur. Et donc il fallait s'arrêter de temps en temps pour qu'il aille griller sa sèche. Dévoûté comme ça. Il est dans une publication cardinaux. Et son père était médecin. Et on discutait de malade avant d'aller les voir. Alors je lui ai dit, t'as vu celui-là, comment on l'a tiré d'affaire? Il me dit, comment tu l'as tiré d'affaire? Mais non, cardinaux, vous savez bien que c'était moi qui l'avais tiré d'affaire. Quand il a fini sa cigarette, il a écrasé, il a dit, tu sais, mon père disait, je l'ai soigné, Dieu l'a guéri. Alors mon petit bénissant, calme-toi. Mais je vais me calmer. Moi je ne dis pas que c'est Dieu, moi je dis que c'est l'homme, c'est lui-même, avec ses défenses, et que je n'ai fait que le soutenir. Considère, mon cher Moïse, les efforts que font les bactéries pour se défendre de nos antibiotiques. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'on peut considérer que c'est Dieu qui leur donne ça? Alors Dieu donnerait la puissance aux bactéries pour qu'elles résistent à nos antibiotiques de façon à ce que nous, on meure. Je suis pas. Alors la première question qui est plus importante, là c'est un programme qu'il faut mettre en place, un programme d'analyse. On prend la liste de tous les antibiotiques qu'on utilise et on les classe et on dit pendant quelle période nous utilisons tout ça, que c'est de ou une association. On fait, et lorsque la période est passée, on faisait des périodes de 2 mois. Lorsque la période est passée, on dit maintenant on va prendre le deuxième de chaque liste et on recommence. Et bien sûr, vous arrivez de prendre des antibiotiques qui n'étaient pas, sans qu'on sache, puisque la bactériologie n'intervient, qui était inefficace. Bon, on ne s'entendait pas, on changeait. Mais on avait cette notion qu'il ne fallait pas garder les antibiotiques. Et que c'est le fait d'employer les antibiotiques n'importe comment, le dernier venu, etc., qui fait que l'on crée des résistances. Alors, si tu veux qu'on mette ce programme au point à la clinique PSA, il sera mis au point dès demain, monsieur. Mais moi je dirais que ça serait mis au point à l'échelle nationale. Parce que, bien sûr, pour la clinique, il y a ça, mais j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de centres de soins dans notre pays, surtout à l'intérieur du pays. Hein. On a fonctionné longtemps au Kajanta, même à Lomé. Hein. Alors, merci pour ça. On a fonctionné pendant des années au Kajanta. Peut-être que, pour avoir une ligne de conduite, on pourrait le diffuser et les gens peut-être pourraient avoir des habitudes moins nuisibles pour le patient. Ça, si vous voulez, on va faire une conférence pour montrer tout ça dans les détails. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'élève qui travaille là-dessus serait heureux de venir. Bien sûr. Alors, c'est vrai, c'est de cette concentration qu'on y parle. Quand on a commencé nos études, nous étions pénicoli. Hein? Pénicoli, tout le monde est passé malade, pénicoli. Et après, ça a été total, tout le monde total. Et après, je crois qu'on a dû faire après Tiena, puis Julien, autre chose avant. C'est une espèce de
théorie, on ne réfléchit pas. On prend de manière comme ça suit. Mais sinon, je dis, attends. Et nous avons eu des résistances à la colonicide, puisqu'on avait abandonné. Mais lorsqu'on a fait ce système, on a réintroduit la colonicide. On a eu des germes qui étaient sensibles à la colonicide. C'est-à-dire que les microbes oublient la résistance. Mais bien sûr. Mais ça, c'est super. Non, ils oublient. Ils n'oublient pas. Ils sont comme l'homme. Je m'excuse. Ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Quand quelqu'un t'attaque, et que ce quelqu'un ne t'attaque au début, tu es dur, mais quand 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu es dans l'inquiétude, mais tu n'as plus besoin de faire ta défense. Tu prends ta défense pour autre chose. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, les premiers utilisés il y a peut-être 10 ans, est-ce que ces antibiotiques redeviennent efficaces? Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ce qu'on a montré dans vos études. Oui, je vais poser une question. Donc, on continue avec le professeur Bochon. Il y aura une deuxième question. Ah bon, d'accord. Merci, monsieur le modérateur. Je m'associe à mes prédécesseurs pour non pas féliciter, puisque c'est un aîné et un maître, mais plutôt pour exprimer mes admirations. S'agissant des agents infectieux, vous avez cité les bactéries, les virus et même les parasites. Et est-ce que dans votre expérience, vous connaissez le choc septique dû aux parasites, étant donné que tout le monde est contexte? C'est pas ça qui va. Qui reviennent de vacances. Et pendant les vacances, vous avez de la fièvre, ça n'allait pas, ils se sont pas traités, et ils arrivent dans le service complètement flagrant. Et il faut dire qu'ils sont accompagnés, ils disent oui, il a été en Afrique. Et depuis qu'il est rentré sur la page, j'ai dit ah, il est en Afrique, mais venez amener-le moi, je sais ce qu'il a. Et on commençait la vie à forte dose. On a même dit qu'il nous faisait des insuffisances là. Donc on partait d'abord pour le calmer. On l'intubait, on le ventilait, c'était qu'on prenait tout en charge, la respiration. Ensuite, on supportait, je viendrai au vasopresseur tout à l'heure, on le supportait avec les télécardiaques ou des vasopresseurs, et on les passait au rein artificiel. Et entre 4 jours, voilà un exemple de choc parasitaire, mais qu'on connaît sous une autre forme, qu'on appelle l'accès. Et les enfants, les femmes sont très sensibles. Voilà. Alors, pour ce qui est des vasopresseurs, oui, nous les employons de moins en moins. C'était par exemple la ramine, des choses comme ça. Les employons parce que ces vasopresseurs nous permettaient d'avoir une bonne tension, rétrécissait le débit de le débit tissu, et donc aggravait la cytose. Donc on a laissé tomber les vasopresseurs, on a préféré garder que les inotrophes, c'est-à-dire ceux qui vont renforcer l'éjection systolique cardiaque et qui vont permettre une meilleure distribution. On ne ferme plus les vaisseaux. Parce que, vous savez pourquoi on les ferme? Parce qu'on veut avoir une tension. Mais ce qui se passait derrière la fermeture des vaisseaux, oui, les vasopresseurs, ce sont les médicaments qui resserrent les vaisseaux. En resserrant ces vaisseaux, la cellule qui est derrière, cher Bobo. Si vous pouvez parler fort. Je vais vous dire au niveau de la physiopathologie. Concernant la vasodilatation, vous avez dit que, en premier temps, cette vasodilatation permet l'activation d'un passage des cellules. J'aimerais savoir, est-ce que cette vasodilatation s'expliquerait plutôt par la sécrétion des toxines bactériennes qui entraînent cette vasodilatation et entraînée par un mécanisme? C'est la première question. La deuxième question, c'est du fait qu'il y a une vasodilatation qui est à l'origine de la diminution des résistances périphériques qui entraîne une diminution de la pression artérielle, donc de l'état de choc. Est-ce que dans le
le remplissage vasculaire, le fait qu'il y a une hypovolémie, on peut calculer apparente, est-ce qu'on peut dire que le remplissage vasculaire se fait selon certains critères ou comment? Merci. Je vous remercie de vos questions, elles sont tout à fait pertinentes. La première étant que cette ouverture des capillaires n'est-elle pas due à la toxine bactérienne? Alors, je ne pourrais pas vous répondre oui ou non. Pas parce que je ne sais pas. Pas parce que je ne sais pas. C'est parce que les phénomènes se font ensemble. Et vous ne pouvez pas dire si c'est la toxine elle-même qui a ouvert les vaisseaux ou si c'est l'organisme, le système de défense, qui a reconnu qu'il y avait un intrus et qui a mis en route son système de défense. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, ce n'est pas très important. S'il n'y avait pas la toxine, l'organisme ne mettrait pas en jeu son système de défense. Voyez-vous, je veux dire, c'est pas très pertinent de savoir si c'est la toxine ou la défense de l'organisme. Parce que les deux se font. Dès que la toxine rentre, là c'est l'organisme va tomber. Il envoie les macrophages, il envoie toutes les cellules là pour les débarrasser. Donc, je peux vous répondre, cette ouverture des cellules se fait théoriquement par l'activation que donne qui? Qu'est-ce qui active? Qu'est-ce qui active ces cellules? Ah. Non, je vous pose cette question parce que on dit souvent, mais qui l'a fait, Miguel? En réalité, parfois, on ne sait pas quel est le robot aussi. Les choses, effectivement, se tiennent. Alors, qui a commencé à faire ça? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? On ne sait pas. Donc, retenez seulement que le système de défense de l'organisme a reconnu la bactérie avec sa toxine qui se pointait dans son intérieur et a déclenché son système de défense. La deuxième question, à savoir le remplissage, oui, il y a des règles. Il est évident qu'il s'agit d'une diminution de la masse sanguine, d'une diminution de la volémie, d'une hypovolémie relative. C'est, après cette ouverture dont nous venons de parler, le liquide qui passe dans le milieu interstitiel. Donc, si vous rajoutez des liquides, vous allez, si vous ne faites pas attention, faire gonfler le malade. Le faire gonfler, mais auparavant faire souffrir le système cardiovasculaire. Si bien que ce remplissage n'est pas fait au hasard. Il est contrôlé par des mesures hémodynamiques. On mesure la pression veineuse centrale. Et en fonction de cette pression veineuse centrale, on remplit ou on remplit. La pression veineuse centrale, c'est la pression d'entrée du sang dans les poumons qui va se faire oxygéner et être éjecté après par le ventricule. Donc, ce que l'on contrôle en remplissant maintenant, c'est la pression d'entrée dans le système cardiovasculaire. Et les bons réanimateurs, ou les bons médecins, aujourd'hui, savent qu'il faut mettre une pression veineuse et surveiller le remplissage avec la pression veineuse, et en même temps leur donner des indications sur l'état hémodynamique. Ai-je répondu à vos questions? Merci pour ça. Deux dernières questions, ça va tout ça dire. Merci, Chanel. Il ne s'agit pas fondamentalement de personnes. Je suis microbiologiste. Oui. Je suis allergique à la biologie. Et je voudrais donner un peu le point de vue du microbiologiste par rapport à certaines questions qui ont été soulevées. Le premier, c'est sur
l'antimicrobial stewardship, la gestion des antimicrobiens en milieu hospitalier, par rapport à la question qui a été posée, qu'est-ce qui est fait au Togo en ce moment? On pourrait dire, premier, aujourd'hui, tous les programmes de prévention et de contrôle de l'infection sont mis en place dans les structures de santé. L'autre volet pour la surveillance de la résistance et la connaissance de l'écologie microbienne qui permettrait donc d'adapter les antibiothérapies, c'est le travail que nous devons faire dans nos hôpitaux. Il est important de sortir les profils et de surveiller. Donc chaque structure de soins devrait mettre en place un comité clinico-biologique associé à la pharmacie pour définir les priorités. Comme vous l'avez dit, depuis 2007 par exemple, la politique a disparu du marché. Aujourd'hui, toutes les souches que nous sortons au laboratoire sont sensibles à la politique. Alors quand vous prenez les sulfamides, toutes les souches sont résistantes aux sulfamides. Donc il y a des antibiotiques qui devraient être mis en quarantaine, d'autres pour lesquels il faut qu'on définisse, vous avez dit, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. C'est un travail qui doit être fait. Et en ce moment, par rapport à cette antibiorésistance, le Togo a ratifié toutes les conventions. Nous sommes en train d'évoluer progressivement. Le laboratoire national de référence pour le suivi de la résistance a été identifié. Le point focal national a été identifié. Un plan d'action a été élaboré. Il faut maintenant collecter à travers le pays les souches pour avoir un relevé de ce qui se passe dans le pays et pouvoir guider l'antibiothérapie. Il y a déjà 2 ans, l'OMS a mis en place des odinogrammes. Encore faut-il qu'on les respecte. Et l'autre volet concernant le sepsis, il y a le projet à présenter sur l'accès au diagnostic du sepsis chez nous, l'hémoculture. L'hémoculture la plus indiquée aujourd'hui pour nous, c'est celle qui est automatisée. Il nous a franchi les questions de l'antibiothérapie, puisqu'il est démontré que 90% de nos patients, quand ils arrivent à l'hôpital, ont déjà pris un antibiotique. Donc, si nous restons dans le système classique d'hémoculture, le taux de positivité, vous allez voir, des hémocultures est très faible. L'autre chose, c'est cette nouvelle pratique des hémocultures. Nous devons avoir les 2 types de flacons, aérobie et anaérobie. Et la question qui a été posée tout à l'heure, c'est les bacilles graves négatifs, surtout les enterobactéries qui sont anaérobies, qui malheureusement pour nous donnent plus de résultats positifs dans les flacons anaérobies. Donc aujourd'hui, si on devrait faire le plaidoyer, c'est l'acquisition de ces équipements-là qui permettrait, et comme on le demande aujourd'hui, ce n'est plus un flacon de hémoculture, c'est au minimum 2 paires, un aérobie, un anaérobie, sinon 3 paires. Cela permettrait d'identifier les contaminants, parce que si c'est un contaminant, vous l'aurez seulement dans le premier flacon, et les autres flacons seront épargnés. Il y a des prescriptions en cours, mais il faut qu'on se mette à l'école. Et l'autre, le dernier marqueur, peut-être qui coûte cher, et je parle en tant que biologiste, c'est la procalcitonie. Ça aussi, il faut qu'elle soit accessible. Qui permet de faire directement la dichotomie entre sepsis d'origine bactérienne et ce qui est viral. Cela nous permettrait aussi d'économiser l'utilisation des antibiotiques. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Ça a été. Non, c'est que il y a combien aujourd'hui, il y a combien d'agrégés en microbiologie bactérienne? Nous sommes, l'autre maître est à la retraite. Non. En fonction, nous sommes 2. Il y a des futurs. Voilà un problème important, c'est le terrain mondial. Oui. Où vous me citez l'OMS, nous sommes les anciens, l'OMS, tous ces trucs. Si l'OMS fait des efforts et que nous-mêmes on fait le faire, de toute façon, il se passera rien. Donc, moi, ce que je vous exhorte les deux, mettre en place un vrai programme de recherche. J'ai vu tout à l'heure, recherche, que vous mettiez, et tout ce protocole de recherche-là, il faut l'écrire. Je peux aller, vous me permettez, je peux aller. Je termine. Écrire ce protocole de recherche, qu'on sache quels sont vos objectifs de recherche, et qu'au bout d'un moment, on puisse dire, voilà le résultat.
Ça, c'est très important. Je donne un exemple. Quand on était aux affaires, en chirurgie, il y avait une maladie, c'était perforation typique. Alors, dans toute l'Afrique, on disait n'importe quoi, il y a des gens qui font des nationalistes. Voilà. Et nous, on s'est dit, ok, on va faire un travail organisé en Afrique, pas seulement au Bénin, etc., qui a donné des conclusions qu'on a publiées au journal du Conseil. Et aujourd'hui, on a arrêté cette polémique où les gens disent c'est mon truc qui marche le mieux en affirmant simplement. Donc si vous pouvez mener cette étude qui peut nous aider, parce que c'est très important pour la psychothérapie. Je crois que ça serait bien d'écrire un protocole, on sait qu'ils sont les responsables de ce travail de recherche et les résultats à voir. Merci, cher maître. Je pourrais vous dire déjà que en ce qui concerne, ne serait-ce que la prescription des antibiotiques en milieu de soins, la semaine dernière, une thèse a été présentée, financée par Biomérieux, dans 10 structures de soins du Togo, dont les 2 CHU, où on se rend compte que 90% des malades hospitalisés reçoivent des antibiotiques. Parmi lesquels 30% c'est des antibiotiques. Et curieusement, aucune prescription n'est soutenue dans les examens de laboratoire. Et la première molécule utilisée, c'est la ceftriaxone. En deuxième position, c'est la monoxide. Troisième position, c'est le métronidazole. Oui, ça c'est un. Je continue. Sur le lavage des mains, il a été démontré, ne serait-ce que pour les structures de soins de Lomé, qu'aucun hôpital n'a une politique pour le lavage des mains. Le niveau de l'hygiène des mains, de hand hygiene, est au niveau basique. Ça fait 2. 3. En ce moment, avec les laboratoires Biomérieux, pour les hémocultures par exemple, le Togo a été identifié pour pouvoir bénéficier sur les structures publiques et les privées qui le souhaiteraient d'équipements pour pouvoir améliorer la pratique des hémocultures. Ce qui nous a été demandé, certains pays de confirmer, de faire l'état des lieux. Donc nous avons adressé des fiches d'enquête pour voir qu'est-ce qui est fait, parce que ça aura un coût. Et quand nous sommes rapprochés du secrétaire général du ministère de la Santé, il nous a dit, pour l'instant, finissez, parce que si on doit augmenter 6 flacons, ça ne peut pas avoir le même prix qu'un flacon. Et certaines échéances ne nous permettent pas pour le moment d'envisager de telles choses. Et dernier élément, là pour la résistance aux antimicrobiens, le vrai problème, c'est le monde animal. Et nous travaillons avec la FAO. Je viens de finir le concept notre ce midi sur tout ce qui est aquaculture et environnement. Pour mener des enquêtes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en termes d'utilisation des antimicrobiens, dont la répercussion, la finalité, c'est l'homme. Bien sûr. Donc il faut publier vos recommandations. Il faut que ça aille aussi au niveau de tous les centres, hein, pas seulement au niveau. On veut faire progressivement. Il y a un acteur qui est dans la salle ici, docteur Bauer. Voilà. Donc, moi, je vous félicite vous arrivez à faire ça. Il faut publier et le centre. Oui, on avait fait un travail au blog, par exemple, avec le professeur Busset. Nous avons voulu voir un peu chez les chirurgiens le portage du SARM, le Staphylococcus aureus méthylorésistant. Puisque nous passons tous notre temps à prendre des leçons, mettre dans la narine gauche. Mais 18%, à peu près 20%. Non, c'est 20%. 20% des personnels soignants étaient porteurs de ça. Maintenant, comme l'a dit l'autre, qui a comptabilisé qui ne sera pas. Ce qu'on sait, ce portage est intermittent et juste une pommade à la vaccine permet de stériliser ces individus. Et en même temps, il a été démontré que plus le personnel soignant était vieillissant, donc loin des malades, il était moins porteur. C'est bien. Merci. Oui, moi je voudrais féliciter mon ami Mipi pour sa brillante conscience. Je vous ai dit au départ la personnalité à qui on a affaire. Vous avez vu vous-même la façon dont il a présenté sa conférence. Et sur le plan audiovisuel, ça je le dis pour les étudiants, les assistants, les maîtres assistants, vous avez vu que les diapositives n'étaient pas chargées. Pas chargées du tout. Essentiel. Et c'est ce que nous vous demandons. Et c'est ce qu'on vous demande au CAMES. Et puis, il a présenté sa conférence d'une façon très didactique. Il finit un paragraphe, il résume. Il résume. Voilà l'enseignant. Bien.
après cela, je le félicite pour avoir terminé sur de l'hygiène. Toujours de l'hygiène. Encore de l'hygiène. Les infections nosocomiales sont des infections que nous, chirurgiens, nous redoutons. Et il a terminé sa conférence sur l'hygiène simple. Et je voudrais dire aussi aux chirurgiens que nous devons respecter les règles d'hygiène. Si vous regardez la tête de Haïti, ma tête, la tête de Joseph, regardez nos mentons et peut-être regardez nos ongles. Il y en a pas. On les taille tout le temps. Là, vous demandez pourquoi on se coiffe tout le temps. Parce que c'est des sites de microbes. La barbe, la moustache, c'est des sites de microbes. Les ongles. Vous voyez, c'est sur la fin, cette fin-là, qu'il a placé sa confiance, qui m'a vraiment réjoui. Et je vous dis, je demande aux chirurgiens de respecter l'hygiène pour que nous ne fassions pas dépenser les malades pour rien, que nous n'infections pas nos malades. Je vais me coiffer demain. Je me rase tous les matins et je me coupe les ongles toutes les semaines. Merci. Ok, c'est fini. Voilà, c'est un... attention, j'ai oublié une question. Pas une question, c'est un conseil. Qu'est-ce que vous pensez de l'antibioprophylaxie? Ah, bonne question à chirurgien. C'est un chirurgien qui doit répondre. Non. Parce que c'est ça qui seront les chirurgiens seraient jugés par vous. Il faut prendre l'avis de quelqu'un qui ne veut pas chirurgien. Et qui ne veut pas laisser ça. Qui enseigne. Bon, l'antibioprophylaxie a été une mesure obligatoire, combinatoire, entre les années, on va dire 70 et 90. Le malade n'est pas infecté, mais on va lui donner des antibiotiques en préopératoire pour qu'il ne s'infecte. Le chirurgien a terminé son intervention, mais pour que le malade n'ait pas d'infection, il fait injecter des antibiotiques. Dans le premier cas, je comprends, mais c'est un peu excessif. Dans le deuxième cas, c'est excessif, mais je le comprends aussi. Je le comprends pourquoi? Parce que les infections post-opératoires, ce sont des infections que nous n'aimons pas, que je n'aime pas. J'ai commencé donc parce qu'elle termine toute horreur artificielle. À l'époque, et c'est ainsi que je me suis intéressé au matriciel, parce que dans notre service, on avait des infections post-opératoires. Alors, il me semble que depuis les années 95, on est de moins en moins enclin à faire une antibiothérapie après l'intervention. Mais je crois qu'il y a des équipes qui continuent. Mais attention, c'est une antibioprophylaxie de courte durée. De courte durée. Normalement, quand les antibiotiques est efficace, en 3 jours, vous réduisez pas mal de microbes, et en 5 jours, les infections. D'ailleurs, je voulais vous dire que dans notre recherche que nous faisions sur la rotation des antibiotiques utilisés, nous avons réduit aussi notre temps de prescription. Un antibiotique, avant, parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, c'est fini. Si on n'a pas tué le microbe, on ne peut plus le tuer. Et deuxièmement, on ne fait que développer des résistances. Et le cousin germain du microbe se frotte les mains. La prochaine fois que ces espèces d'individus humains m'enverront des antibiotiques, je vais les baiser. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est l'expression.
l'opinion du chirurgien sur l'antibiothérapie. Moi, j'étais un adversaire régional de les élèves qui sont dans le salle. Je pars du principe qu'il faut bien opérer, il ne faut pas que ça saigne pour faire les méthodes. C'est ça la chirurgie. Maintenant, vous pouvez mettre plutôt l'antibiotique de la toute dernière génération. Si vous avez un hématome, les antibiotiques ne vont pas au sein de l'hématome sur le microbe qui est forcément logé. Forcément, parce qu'il y a des microbes qui rentrent. J'avais un patron qui disait en France, qui disait les microbes sont comme les êtres humains. Si vous ne leur donnez pas à manger, ils ne vivent pas. Donc, si vous leur donnez du sang à manger, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand on dit faible hémostase, c'est-à-dire que quand vous opérez, il ne faut pas que ça saigne. Parce que si ça saigne, il va y avoir une collection de sang. Les microbes adorent ça. C'est de la nourriture pour eux. Et à l'intérieur, ils vont proliférer. Si vous donnez des antibiotiques, les antibiotiques sont à l'extérieur. Les antibiotiques, il n'y a pas de pression sanguine pour emmener l'antibiotique à l'intérieur de la collection de sang pour les tuer. Parce que cette collection n'est pas vasculaire, il n'y a pas de pression sanguine à l'intérieur. Donc c'est une collection inerte où il y a des microbes qui ont à manger. Donc forcément il va y avoir une infection, quelle que soit l'antibiotique. Donc c'est pour ça que je dis que je suis contre, mais j'y suis favorable dans certaines situations. Quand vous mettez encore l'étranger dans l'organisme, là, vous ne pouvez pas savoir s'il va y avoir des dépôts ou pas. Si vous avez développé, bien fait votre hémostase, il n'y a pas de sang, il peut y avoir quand même quelques microbes sur votre prothèse. Et là, ça peut être justifié, effectivement, de mettre l'antibiotique un peu avant. Et maximum 48 heures après, vous avez. Voilà, moi, c'est par exemple ça, une antibiothérapie raisonnable, pas une antibiothérapie psychologique. En fait, j'avais un patron qui parlait de fétichisme. C'est-à-dire que le chirurgien, il a mal opéré, mais il met un antibiotique. On se dit, je n'aurai pas d'infection. Ça ne marchera pas. Parce que, de toutes les façons, si les microbes ont à manger, tu peux mettre n'importe quel antibiotique. Il y aura infection. Merci. Donc, c'est le dernier commentaire. Et avant de redonner la parole au professeur de la faculté des sciences de la santé pour son mot de culture, je voudrais juste rappeler que les diapositives utilisées par notre maître pour sa conférence sont accessibles à partir de lundi sur le site de la clinique Diassa. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, à partir de lundi, vous allez sur le site de la clinique Diassa, www.cliniquediassa.org et vous aurez la possibilité de télécharger les diapositives utilisées aujourd'hui dans cette conférence. Professeur de cette discussion, mais je peux les envoyer sur le site de la faculté également. Donc on a cette possibilité de suivre la faculté des sciences de la santé, voilà, donc à présent, nous allons redonner la parole au professeur Couture, qui est de la faculté des sciences de la santé, pour son cours de clôture. Et ensuite, nous allons nous diriger au premier étage, où un petit cocktail est offert par la clinique Diassa. Nous allons nous y rendre en ordre, bien sûr, nos aînés, nos maîtres, et ensuite nous allons faire la clôture. Merci. Bon, merci aux uns et aux autres. Et vous voyez là où les débats nous sont conduits. Et j'espère que les uns et les autres auront tiré les enseignements nécessaires pour leur pratique dans l'intérêt supérieur de nos patients. Je voudrais donc, pour remercier le professeur Pipi, vous demander votre indulgence pour un banc pour lui. Deuxièmement, il n'était pas là, le responsable de la clinique Diassa, à la personne du docteur Diadjo, et il a été l'initiateur, en collaboration avec le maître, l'initiateur de cette conférence.
Je vous ai dit qu'initialement, elle était prévue dans sa clinique, mais il a bien voulu faire ce thème ici pour que le maximum profite. Donc je pense que l'objectif est atteint par le nombre que nous sommes. Et j'avais salué son sens élevé de la collaboration. Cela a permis de sortir aussi un peu les collègues privés, enfin les praticiens privés, un peu pour qu'on se frotte aussi avec ce qui existe dans le public. Et ceci, c'est encore une bonne chose. Je vous demande également de l'applaudir. Et pour lui réitérer notre besoin, donc même que d'autres privés qui sont là, nous sommes demandeurs. Vous savez, ici, formation initiale ou en BS, on a des contraintes de temps. Il ne faut pas toujours qu'on va en profondeur de ce que nous enseignons aux étudiants. Et donc, ces conférences permettent de compléter, d'approfondir nos pratiques, les pratiques des uns et des autres. Et c'est une grande chose. Je vous remercie encore. Alors, et donc, nous sommes demandeurs, à savoir qu'il faut que ce genre de conférences se répètent dans différents domaines pour que nous puissions compléter les formations théoriques ou pratiques que nous donnons à nos étudiants. Donc, nous sommes fortement demandeurs, je fais appel à d'autres maîtres, d'autres praticiens que nous envoient sur votre part. C'est comme ça que je pense aussi qu'il y a aussi question maintenant de promouvoir les échanges entre le privé et le public, voilà, pour que les gens profite des expériences des uns et des autres. Voilà, donc c'est un appel qui est lancé et nous restons à l'écoute. Et pour finir, je vous remercie les uns ou les autres pour votre mobilisation, votre participation active. Encore une fois, merci. Chacun rentre chez soi sans obstacle. Merci. Et chers maîtres, vraiment, merci. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.